par une lettre du pôle, peu importe hein, ce que l'on peut dire, mais au moins, ce qui compte, c'est trouver la trame qui permettra de publier des informations pour que les gens lisent, que les gens apprennent et que les gens s'informent finalement. Et donc j'ai retrouvé dans cette lettre du pôle la lettre que j'ai eu à transmettre, à écrire à M. Hollande. Alors je pense que j'ai la lourde tâche finalement de rentrer dans le vif du sujet de la question qui va certainement être l'objet du débat. Un débat constructif, j'imagine. Mais il s'agit, je pense, d'ébaucher des solutions. Qu'on se partage un peu toutes les difficultés. Et si on arrive à surmonter, notamment les intellectuels, c'est, je crois, le moment plus que jamais pour pouvoir surmonter nos difficultés et trouver la solution pour notre pays. Parce que ça devient quelque chose, j'allais dire, c'est une exigence morale désormais. Une exigence intellectuelle, mais une exigence morale que nous ayons à trouver une solution pour ce pays-là. Je n'ai pas besoin de rappeler ici combien de générations ne peuvent plus vivre au Congo, ou du moins ne savent plus rien de ce que peut être le Congo. On n'a pas pu avoir, si vous voulez, cet échange des générations avec les autres générations. La première qui passe le témoin à l'autre qui arrive, qui avance. On n'a plus ça. Et moi, aujourd'hui, à l'âge où je suis, 55 ans, je considère que je serai sur le point de partir pour laisser le témoin aux autres. Mais si nous n'en sommes encore là, c'est qu'il y a un problème. Comment ceux qui sont à 80, 70, 75 ans sont encore là? Et les générations s'accumulent. Il y a une forme de saturation au portillon de la sortie des générations. Et donc je me suis permis quand même, après avoir passé un séjour, un long séjour au Congo, parce que, dites-vous bien, j'ai bénéficié de la bourse congolaise. Et j'en suis très fier. J'ai bénéficié de l'école publique. Et j'en suis très fier. Et donc, venu en France avec la bourse congolaise, je pensais, mais je ne me détourne pas et je ne me déjuge pas, je pense qu'il était utile quand même de rentrer dans mon pays après avoir obtenu un certain nombre de diplômes, après avoir acquis un certain nombre d'expériences, que j'aille partager modestement, petitement, le peu que j'avais à donner donc à d'autres générations, qui seront certainement meilleures que nous. Et voilà comment je suis rentré au Congo. Professeur d'université à Brazzaville, à la faculté de droit, et avocat, après avoir exercé pendant 10 ans à Paris, et je rentre dans mon pays. Et évidemment, ça n'a pas été facile. Mais je me suis intéressé quand même à la justice de mon pays. Et très tôt, j'ai remarqué que le pays couvait sur deux tares, l'injustice et le mensonge. Et surtout, une forme d'association de médiocres. C'est un peu dur ce que je dis, mais je vous assure que c'est ce que j'ai constaté. C'est plus grave parce que vous avez des gens, et le Congo a beaucoup formé, et que les gens qui ont été formés, qui ont la connaissance, et c'est certain qu'ils ont la connaissance, qu'ils acceptent volontairement à devenir médiocres, c'est encore plus grave que ceux qui ont eu la formation nécessaire. Et donc, lorsque je rentre dans ce pays, mon combat, c'est le combat pour la justice. À l'inverse, donc, le combat pour le refus des injustices. Et où est-ce qu'il y avait l'endroit le plus propice pour toucher du doigt ces injustices?
Je n'ai pas besoin de parler des injustices sociales, parce que bon, ça les économistes, les sociologues et comme ça. Mais ce qui atteint le plus l'être humain, qu'il peut l'atteindre aussi bien dans son patrimoine que dans son être, c'est donc la justice. Son être, pourquoi? Mais parce que pour un rien, vous vous retrouvez privé de liberté. Et je vous assure que pour ce qui est du Congo, c'est pas évident. Parce que les règles ne sont pas respectées. Alors, j'ai eu un premier dossier, très simple. C'est le ministre Bongi qu'on interdit de voyager. Donc, vous voyez, et c'est symptomatique. C'est-à-dire que voilà un pays qui aspire, avec les institutions formelles, une constitution formelle de démocratie, qui aspire soi-disant à l'état de droit, mais qui en est encore à interdire un citoyen de voyager. Sous quel régime? Le même que vous connaissez. J'ai eu une zone, c'est le même problème, j'en ai parlé. Mais si vous avez un président de la République, pour l'instant je le dis ainsi, parce qu'après je vais changer le discours, qui est capable, avec toute la charge qu'il a, et qui se contente de chercher à savoir est-ce que Maître Ganga va voyager. S'il voyage, il faut l'interdire de voyager. Vraiment, dites-moi, quel est le niveau d'un tel président dans ce pays-là? Il se dit que dans son agenda, il vérifie si X va voyager. Mais il ne voyage même pas avec l'argent de l'État, mais il paye son propre billet. Donc, ce qui n'a aucunement d'impact sur le budget du Congo. Sinon, en sens inverse, puisqu'il paye un billet, il y a des droits, il y a le fisc. Donc, il renfloue les caisses l'État. Mais non, il ne doit pas voyager. Et ça sera un des premiers dossiers que je vais amener à la justice congolaise. Et à partir simplement de ce petit dossier, je vais me rendre compte que les magistrats ne sont pas capables de juger un tel petit dossier. Parce que ce n'est qu'une voie de fait. Les magistrats n'ont pas pu statuer sur un petit dossier de ce point. Vous vous rendez compte? Mais c'est des magistrats qui ont 20 ans, 30 ans de carrière. Alors, va arriver le dossier le plus grave. C'est le dossier des explosions des casernes de Mpila. Et c'est là, pour ceux qui se demandent, mais Sassou, ceci, Sassou, cela, je coupe très rapidement. Pour moi, Sassou est un grand criminel barbare de la tribu Mouchi. Il n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas les Mouchi, mais il est un barbare, un criminel de la tribu Mouchi. Et je vais vous expliquer. Ce monsieur a développé ce que l'on appelle la théorie de la substitution des coupables. C'est-à-dire, le responsable c'est lui, mais il va toujours trouver le coupable ailleurs. Alors, les explosions des casernes de Mpila. Voilà un 4 mars, un dimanche, Dieu merci, ce n'était qu'un dimanche. Il y a explosion des casernes des militaires en Mpila. Là-bas, il n'y habitait que des militaires. On y plaçait les munitions et comme ça. Il y a eu plusieurs morts, des blessés matériels. Est-ce que vous savez que jusqu'au moment où je vous parle, pour ceux qui sont juristes, ils comprendront. Aucune information judiciaire n'était ouverte ou n'a jamais été ouverte jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il y a eu des morts. Or, dans le système qui est le nôtre, dès qu'il y a mort suspecte, peu importe, on doit ouvrir une information, le procureur doit se déplacer pour vérifier, faire des expertises nécessaires. Ah, il s'est suicidé, bon, on clôt, il s'est suicidé. Donc là, il y a eu plusieurs morts. Les instances judiciaires ne se sont jamais déplacées. La police s'est jamais déplacée. La gendarmerie s'est jamais déplacée. Aucune plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée. Avec autant de morts.
Et qu'est-ce qu'on apprend? 3 semaines après, ah bon, on va mettre en place une enquête, une commission d'enquête du Conseil national de sécurité. Donc sur le plan judiciaire, juste là, rien. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le Conseil national de sécurité, qui est le président de la République. Et c'est cette commission qui va maintenant mener une enquête. Mais c'est une enquête administrative dès le départ, qui devait seulement se passer dans les casernes, c'est-à-dire que leurs militaires et consorts. Non, qui n'avaient pas autorité d'arrêter qui que ce soit. Il s'agit seulement d'entendre pour faire le point, donner l'information, le rapport donc, au président de la République, et puis bon, se voir pour ne pas que la prochaine fois ça ne se répète. Non, 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 cette commission-là commence à arrêter les gens, commence à torturer les gens. On les amène à Itakolo, et vous savez ce qu'on leur demande? Ah, dites que c'est Nsourou. Nsourou n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais géré ces casernes. Il n'a jamais mis pied là-bas. Et on amène les enfants à Itatolo, on creuse, on les met là-dedans. Si vous ne dites pas que c'est Nsourou, on ne vous sort pas. Mais face à ça, vous vous attendez à quoi? Les pauvres petits, et bon, c'est Nsourou, parce qu'il faut qu'ils sortent là. Mais quand il arrive, quand on l'interroge, il dit non, 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 moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle le procès Marien Ngouabi, le même mécanisme. Et pour avoir suivi ce dossier, je vous dis, si vous prenez le dossier Marien Ngouabi, le procès Marien Ngouabi, vous prenez le dossier Nsourou, c'est exactement la même chose. Exactement la même. Les mêmes méthodes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un criminel qu'on n'a pas encore arrêté jusque-là. Il y a un criminel qu'on n'a pas encore arrêté. Il court encore. Et voilà comment le dossier Nsourou va arriver. Mais mieux, ce n'est pas tant le dossier Nsourou en tant que tel. J'arrive maintenant à la justice. Le dossier a été instruit par le Conseil national de sécurité, c'est-à-dire le président de la République. Ils ont pris les pauvres petits, les Nsourou, tous arrêtés. On les amène à la justice. Mais la justice n'a jamais ouvert une quelconque information. La justice n'a jamais été informée de quoi que ce soit. Alors, ils reçoivent un dossier comme ça. Ils prennent les gens, tous en prison. Question. Mais comment vous avez fait pour recevoir un dossier qui vient du Conseil national de sécurité, organe qui n'est même pas inscrit dans le code de procédure pénale? Les magistrats du Congo ont pris le dossier. Mais je vais vous dire, parce qu'il faut le dire, ça s'est passé entre les mains de qui? Et Sami Ngatse, le nom vous dit quelque chose? Il est d'où? Le doyen du juge. Au Kongakala, le gesticulant que vous voyez là. Hein? Ce petit pygmée. Donc vous voyez, du nord. Ça monte à la cour d'appel, à Pes. Il est d'où? Du nord. Ça monte à la cour suprême. Là-bas, il y a qui? Akira. Il est d'où? Du nord. Le vice-président Bouka, le Bouka que vous avez vu là, que j'avais déjà traité à l'époque. J'avais déjà traité que c'est l'un des plus grands tricheurs que Satan n'avait jamais créé. Vous avez vu ce qu'il a fait aux élections? Mais moi, je l'avais déjà dit avant. Et c'est lui qui est venu publier les élections. Les résultats des élections. Ça arrive entre les mains de qui? De Lenga. En fait, ça change un peu. Mais en réalité, Lenga, ce qu'il faut savoir de Lenga, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est bon juriste, il s'appelle Lenga. Lorsqu'il est mauvais juriste et qu'il sert, il s'appelle Elenga. Voilà. Donc en fait, le dossier de Nsourou n'est passé qu'entre les mains des gars du Nord. Je n'ai rien contre eux. Mais je fais la démonstration pourquoi est-ce que ce dossier n'est passé qu'entre les mains de ces gens-là et qui finalement, à la fin, Elenga Placide, qu'est-ce qu'il fait? Obligé, compte tenu du fait. Mais là, je ne vous ai même pas parlé des pressions que j'ai subies. C'est pas la peine que j'en parle. Mais j'ai ferraillé avec le droit. Et à la fin, Elenga Placide n'avait plus rien à faire. Le dossier était tellement bloqué. Le président faisait pression. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un texte qui n'existe pas. Ils sont arrivés jusqu'à inventer un texte qui n'existe pas. D'où à la fin, je suis l'un des rares, j'ai déposé plainte contre Sassou. Cette plainte est à l'Assemblée. Donc, je dépose plainte contre l'armée, mais l'armée, c'est parce que toute l'armée ira attaquer Nsourou plus tard, lorsqu'il sortira de sa prison. Et pour vous dire un peu pourquoi
tout ceci paraît si simple. Vous verrez par exemple dans l'armée, donc vous avez le général lui-même, Sassou. Après suit Richard Monjo, ministre de la Défense à l'époque, Guy Blanchard Okoye, Moigny, général de la brigade, Chikaya, l'état-major de l'armée de l'air, Niakolo, commandant de la zone. En tout cas, vous verrez que la plupart des gens sont tous de ce côté-là. Donc, alors, pourquoi, lorsqu'on fait maintenant le lien avec le pool, c'est quand même étonnant. L'affaire a commencé le 4 mars, le 4 avril des élections. Vous savez, ce système-là, il faut aller sur le plan du droit, si vous voulez vous en sortir. Nous savons tous que Ntoumi et Sassou avaient soi-disant signé des accords, non? Des accords de paix. Donc il y avait des parrains. Mais regardez que le 4 mars, le 4 avril, la nuit où il proclame ses résultats, le 4 là, soi-disant que le commissariat a incendié. Bon, qui a incendié? Comment ça se fait que la nuit du 4 là, le pouvoir sait que c'est Ntoumi qui a incendié. Le pouvoir sait que les accords, donc les accords sont pratiquement rejetés. Donc c'est le pouvoir, la même nuit, le pouvoir a tout statué. Comment est-ce que c'est possible? Donc, ne vous posez pas la question. Aujourd'hui, l'affaire du pool, c'est simplement, je pense que pour Sassou, il faut exterminer cette région. Et j'en viens finalement à la lettre quand même qui a été publiée dans la lettre du pool, la lettre au président Hollande. Pourquoi j'ai écrit au président Hollande? Mais parce que je pensais que le silence de M. Hollande devenait quand même assourdissant. Et que dans cette démarche, finalement, Sassou n'est pas seul. Il est encouragé. Il est encouragé par ceux d'ici. Parce que comment ça se fait? Qu'on le veuille ou non, et je veux m'arrêter là, peut-être pour le débat, si Mokoko gagne, ou si Kwela gagne, la question, est-ce que ceux qui ont gagné Mokoko ou Kwela, ce n'est pas des Congolais? Si c'est des Congolais, où est le problème? Donc voilà, dans un premier temps, ce que j'avais à dire. S'il y a des questions là-dessus, aussi bien sur la lettre, mais je peux déjà vous dire que je n'ai jamais reçu de réponse. Hein. Je n'ai pas reçu de réponse, je pense que je n'en recevrai jamais, bien sûr. Hein? Voilà, monsieur. Jean-Médé, je crois que je ne sais pas pour t'insulter ou te critiquer, je crois qu'en croyant au droit au Congo, je me demande si tu n'as pas été un peu naïf. Parce que moi, je n'y crois pas. Bien. Maintenant, passons au pool. Hier, j'ai fait deux plateaux. Un plateau télé, Africa 24, et puis une radio France Inter. Et l'après-midi, pendant que nous débattions sur le plateau d'Africa 24, avec le représentant de M. Ntoumi, on voyait des SMS. Il les a montrés en direct à la télé. Si vous regardez Africa 24 ce soir à 18h heure de Paris, je crois que vous verrez ça. M. Nitou Sondage. Voilà. Maintenant, la question que je me pose est la suivante. M. Ntoumi est-il traqué réellement? Deuxième question. Pourquoi, si Ntoumi est un terroriste, pourquoi ces maisons demeurent-ils doubles? Alors à Alep, par exemple, je crois que les maisons des terroristes ont été bombardées, détruites, pour ne laisser aucune trace. Mais pourquoi jusqu'à présent les maisons de Ntoumi ne sont-elles pas bombardées? C'est la question que même j'ai posée au représentant de Ntoumi, qui a failli l'énerver d'ailleurs. Donc ça a failli être une cour de récréation sur le plateau. Donc il faudra, comme l'a dit Sadio, il faudra peut-être dépasser le stade du constat. Il faut passer à l'analyse. Un peu de lucidité. N'y a-t-il pas un jeu de dupe? Moi, je peux vous raconter quelques anecdotes. Il y a un général qui me disait, ah bon, on nous a demandé de traquer Ntoumi, mais de ne pas le capturer. Qu'est-ce à dire? Là, c'est une question destinée à M. Mayoukou et à Médenganga. Je reviens de tout à l'heure. Merci. Ceux qui vont se battre
pour la cause du pôle, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais même pas d'ailleurs. Écoutez, je ne répondrai pas sur la question de Toumi parce que je ne suis pas le président de Toumi. Donc je ne peux rien dire là-dessus. Envoie-t-il les SMS ou pas, je ne peux rien dire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la question tout à l'heure de notre frère Baouna, je crois, qui pense qu'effectivement, il fallait peut-être que ça soit simplement les originaires du pôle qui... Moi, je suis à l'inverse. Ah non, moi, c'est pas grave. Non, pas le Bélo, c'est pas le Bélo, donc je vois de l'autre côté. Bon, non, je suis à l'inverse de cette position. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à s'accepter. Le jour que nous arriverons, nous atteindrons le niveau qui consiste à dire que le Moshi est mon patrimoine, comme le Congo est mon patrimoine, nous aurons fait un grand pas. La question, c'est de savoir aujourd'hui, parce que nous sommes enchaînés tous, et certainement que la question du pôle n'est que l'émergence de quelque chose de beaucoup plus grave. La question, c'est de savoir, est-ce que véritablement, au nord, les valeurs les plus élevées au nord, c'est le crime et le vol? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, non, pas du tout. Attendez. Pas du tout. Non, moi je pose la question. Mais si la réponse serait non, et que le crime et le vol ne seraient pas leurs valeurs les plus élevées, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver pour que, en ce moment-là, la seule personne aujourd'hui qui nous pose problème serait Sassou? Est-ce qu'on ne peut pas l'isoler en émergeant nos valeurs les plus élevées de part et d'autre? L'isoler pour que le Nord comme le Sud s'unissent pour enlever ce monsieur. Voilà du coup la piste qui me paraît beaucoup plus... Maintenant, s'ils nous disent que leurs valeurs les plus élevées, c'est le crime ou le vol, je ne suis pas très sûr qu'il y aurait beaucoup de gars du Nord qui le diraient. Alors si c'est le cas, mais prenons date pour une conférence, une rencontre entre les intellectuels du Nord et les intellectuels du Sud. Voilà. Je pense qu'il est temps. Ce pays est dirigé par des personnes ou des personnages malfaisants, mais qu'il y a dans le Congo des gens de valeur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous élever pour aller de part et d'autre, aller chercher ces valeurs pour que le pays s'en sorte? Voilà ce que je propose. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille s'enfermer. Oui, la question du pôle est une question grave aujourd'hui. Parce que ce que l'on oublie aussi, c'est que, est-ce que vous êtes sûr qu'au nord, ils ne sont pas prisonniers de Sassou? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que Sassou est prisonnier de la France? Est-ce que vous êtes sûr que le génocide du pôle ne sert qu'à Sassou? Vous êtes sûr? Non. Voilà. Donc autant de questions. Essayons de nous élever. Je sais que c'est difficile, mais je vous convie de réfléchir sur cette piste. Je ne suis pas très sûr que les valeurs les plus élevées au Nord soient le crime. Et si Sassou aujourd'hui, si on ne le fait pas, et là je parle en tant que juriste, Sassou a beau jeu d'expliquer aux autres que le jour que je vais partir, ça sera fini. Mais on oublie que Sassou commet ses crimes tout seul et que la responsabilité pénale est personnelle. Donc, si on n'arrive pas à expliquer ça à nos confrères ou à nos collègues, à nos frères du Nord, mais ils vont penser que Sassou a raison dans ce qu'il fait. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Très rapidement, on va conclure. J'allais dire le constat est fait. Le principe du génocide voulu depuis longtemps par M. Sassou s'expose et on le voit tous. Je pense vraiment qu'il faut de tout neveu que nous essayons de faire l'effort de l'appeler vraiment à tous les Congolais pour que les gens se désolidarisent de M. Sassou. C'est tout ce qui nous reste. Enfin, tout ce qui nous reste. Du moins intellectuellement parlant. Essayons de faire en sorte que, au nord comme au sud,
que plus personne... Parce que pendant longtemps, Sassou a trompé même les gens du Nord, en faisant croire qu'effectivement, vraiment, le mal, c'était le poule. Mais il me semble qu'aujourd'hui, même au Nord, ils ont commencé à comprendre que non, ils ne peuvent plus marcher sur le mensonge de Sassou. C'est un fondamentaliste du mensonge. Donc, essayons de faire l'effort d'aller peut-être vers les autres aussi, pour qu'ensemble, nous puissions isoler M. Sassou dans son action. Voilà.